Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire Parlons foncier le direct. Je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie. Après la ruée vers le rural, après la forêt, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce troisième webinaire consacré aujourd'hui au foncier et à l'alimentation. Alors, la sécurité alimentaire est un pilier du développement d'un pays, autonomie nationale, mais aussi traçabilité et qualité. On peut parler de ruée vers le local, tendance sociétale avec plus de local, plus de proximité, plus de producteurs. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux d'avenir et on va se poser plusieurs questions. Pourquoi relier politique foncière et alimentation? En quoi la souveraineté alimentaire passe par les territoires et passer à l'action. On va voir avec nos intervenants quelques pistes. Alors face à ces nouvelles émergences, nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités, de les comprendre et de voir comment on s'organise pour y répondre. Alors pour nous éclairer aujourd'hui, je suis accompagnée de deux intervenants. François Collard-Dutilleul, bonjour. Bonjour. François Collard-Dutilleul, vous êtes professeur agrégé de droit, spécialiste du droit de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Vous êtes professeur émérite, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre correspondant de l'Académie d'agriculture de France. Et également auteur de plusieurs ouvrages, le dernier en date, Nourrir, quand la démocratie alimentaire passe à table, un livre en partenariat avec Stéphane Vera et Julien Claudel de l'association 1+Bio. François Collard-Dutilleul, je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravi Dominique aussi. Granier, bonjour. Bonjour. Dominique Granier, vous êtes président de la SAFER Occitanie. Vous avez été 18 ans président de la Chambre d'agriculture du Gard et vous en êtes aujourd'hui vice-président. Vous êtes en pointe sur la valorisation des productions agricoles locales et vous êtes à l'initiative de la création du MAS des agriculteurs à Nîmes, un magasin qui rassemble 3000 producteurs. Et bien sûr, le principal, votre métier, vous êtes vigneron en bio dans le Gard, proche de Sommières. Et vous êtes un passionné et un défenseur de la terre nourricière. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de réagir via le chat qui se trouve à droite de votre écran et nous prendrons vos questions sur la fin de ce webinaire. Alors, on va démarrer. Dominique Granier, nous vous retrouvons aujourd'hui. Alors, une première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous a amené à mettre cette thématique de l'alimentation à l'ordre du jour et pourquoi avoir proposé à François Collard-Dutilleul d'échanger avec vous? Alors, pourquoi traiter de l'alimentation dans notre parcours en direct? C'est simple. Mon créneau a toujours été de protéger la terre nourricière. Alors, à la SAFER, nous avons le devoir de préparer le foncier de demain. On sait que le sol, c'est la souveraineté alimentaire d'une nation. C'est vous qui l'avez écrit, François, dans votre livre Nourrir. Alors, protéger la terre, c'est protéger l'alimentation. J'ai eu la chance de rencontrer François Collard-Dutilleul lors d'une rencontre avec l'association 1+Bio il y a quelques mois et nous avons pu partager sur la terre, sur la nourriture, sur l'alimentation. Et puis, j'ai été séduit par son livre Nourrir, qui porte aujourd'hui une pensée originale, je dirais, et forte sur la démocratie alimentaire. Alors, à la SAFER, la démocratie foncière, on connaît. On voudrait, je dirais, droit au foncier pour tous. On sait ce que c'est dans les comités techniques départementaux des SAFER. Et je voudrais confronter avec la démocratie alimentaire, droit à l'alimentation pour tous, comme le dit si bien François. Alors, je trouvais opportun d'associer la vision d'un universitaire et d'un agriculteur responsable agricole sur la nourriture, l'alimentation et le foncier. Merci beaucoup Dominique pour ces premières explications. Alors je me tourne maintenant vers vous François Collard-Dutilleul. Il existe un lien fort entre foncier et alimentation. Quel est votre point de vue sur les politiques foncières et comment relier politique foncière et alimentation? Alors, d'abord, je voudrais remercier la SAFER Occitanie de cette invitation, en particulier Dominique et le directeur également.
Et je commencerai par rappeler quelque chose de très simple, mais on ne le dit pas assez. La Terre, elle produit essentiellement des aliments, des bâtiments et de l'environnement. Et les trois sont nécessaires à la vie en société. Et dans les politiques publiques foncières, on se préoccupe surtout des bâtiments, on se préoccupe un peu moins des aliments, de l'environnement, et encore moins des aliments, sauf à partir de l'agriculture. Mais quand on s'intéresse à l'agriculture, on ne s'intéresse pas forcément à l'alimentation. On s'intéresse à la production agricole, souvent d'un point de vue économique, mais la production alimentaire, pensée sur un territoire, c'est autre chose. Donc le lien entre politique foncière et alimentation, il est évident et en même temps, il n'est pas automatique. Il faut le penser, il faut le décider et il faut le mettre en œuvre, comme on le fait pour les bâtiments avec la politique d'urbanisme, par exemple, et comme on le fait pour l'environnement avec la préservation de l'environnement, de la biodiversité, des paysages, etc. Et pour cela, il faut qu'on apprenne à raisonner, non pas comme on le fait d'habitude, de la fourche à la fourchette, mais de la fourchette à la fourche. Il faut qu'on commence par se demander quels sont les besoins, en particulier les besoins alimentaires, fondamentaux, ceux dont on voudrait avoir la maîtrise, et à partir de là, de quelle agriculture on a besoin, quelle agriculture on doit essayer de développer sur un territoire. Alors penser ce lien entre politique foncière et alimentation, ça suppose de se demander ce qu'on veut favoriser au regard de l'alimentation. Sur un territoire donné, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Est-ce que c'est par exemple une politique de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, une lutte contre l'obésité des enfants, un développement de l'alimentation bio, promouvoir l'alimentation d'un territoire en produits frais, améliorer l'alimentation des personnes précaires? Qu'est-ce qu'on veut favoriser sur un territoire en matière alimentaire? Et on part donc de cet effet que l'on veut obtenir, que l'on veut promouvoir au niveau de l'alimentation, et donc on doit commencer par définir. Et ensuite, on cherche les moyens pour y parvenir. Alors les moyens, ce n'est pas seulement une politique foncière, ça peut être une politique sociale, une politique sanitaire, une politique environnementale, il y a beaucoup de politiques possibles, mais il y a en particulier besoin impérativement de politiques foncières. Par exemple, on sait bien que ça se fait dans certaines collectivités. On peut réserver une portion d'un territoire pour l'agriculture. On peut développer des jardins familiaux ou partagés. Par exemple, dans une ville d'Argentine, où j'ai eu l'occasion d'aller voir comment. Sur les délaissés communaux, il y a 3000 familles qui ont des jardins et qui vivent à partir de ce jardin. Alors, l'Argentine, c'est pas la France, Rosario, c'est pas la même chose que chez nous. Mais c'est pour dire qu'il y a là une politique foncière possible aussi en France à partir de ce qu'on appelle les jardins familiaux ou les jardins partagés. On peut développer le défrichage et la mise en culture de terres qui ne sont pas exploitées, tout en installant des jeunes agriculteurs et en contractualisant avec eux, par exemple pour la restauration collective publique. Si je prends l'exemple de ma ville, Nantes, alors, je pourrais prendre beaucoup d'exemples, c'est un peu égoïste de prendre l'exemple de ma ville, mais je suis sûr que Dominique pourra les multiplier. Dans ma ville, on a décidé de ne plus s'étendre horizontalement, on s'étend verticalement. C'est-à-dire qu'il y a dans Nantes, il y a, je crois, en gros, 2000 bâtiments qui sont préservés. Tous les autres sont considérés comme pouvant être démolis pour y construire des petits immeubles limités en hauteur et donc pouvoir densifier la ville verticalement. Pourquoi ça? Bien parce que la politique, c'est de maintenir une ceinture verte la plus proche possible de la ville. Et la métropole prend en charge le défrichage des terres et favorise, alors avec l'aide de la SAFER, avec d'autres, l'installation de jeunes agriculteurs et en particulier en maraîchage. En maraîchage parce que le climat chez moi s'y prête, mais aussi en maraîchage parce que ça permet notamment de créer des quartiers dans lesquels on mixe de l'habitation, du professionnel et de l'agriculture. Et on peut très bien avoir un maraîcher installé au pied des immeubles. Et il suffit de penser l'aménagement du quartier, de la ville, de cette façon. C'est un exemple.
qui montre comment on associe de manière très immédiate, mais de manière très volontaire, c'est une politique très volontariste, le foncier et l'alimentation. Alors, on peut faire ça, on peut identifier, par exemple, sur un territoire, où sont les terres les plus propices à la culture maraîchère. C'est-à-dire faire un diagnostic du territoire, souvent négligé. On sait où il y a des agriculteurs, on ne sait pas toujours ce qu'ils font, et en tout cas, on n'a pas tellement de moyens d'identifier sur le territoire d'une commune, par exemple, quels sont les territoires, les terres les plus propices. Vous savez que les villes se sont construites là où les terres étaient les meilleures pour la culture. Mais aujourd'hui, ces terres les meilleures pour la culture, elles sont remplies de bâtiments. Et l'agriculture a été reportée vers l'extérieur, vers des terres qui ne sont pas forcément meilleures pour l'agriculture. Eh bien, sur un territoire donné, faire le bilan, faire le diagnostic des terres les plus propices, par exemple au maraîchage, aux fruits, aux céréales, à d'autres, etc. Faire ce diagnostic permet après de construire une politique qui intègre l'alimentation et le foncier. Par exemple, je connais une autre région où sur les bassins versants, c'est-à-dire les pentes d'écoulement de l'eau, il y a des contrats qui sont conclus avec les agriculteurs pour que les agriculteurs qui utilisent des intrants chimiques, donc il ne s'agit pas d'interdire l'utilisation de tous les intrants chimiques, mais on les aide et on leur demande d'utiliser comme intrants chimiques des molécules chimiques qui ne se fixent pas sur l'eau, qui ne se fixent pas sur la molécule H2O, de telle sorte qu'ils cultivent, mais ils ne salissent pas, entre guillemets, l'eau, et donc ça coûte moins cher de rendre l'eau potable. Et donc on contractualise avec les agriculteurs, ils font cet effort et en échange, eh bien, ils approvisionnent les restaurants scolaires, par exemple, de ce bassin versant qui peut réunir 40 ou 50 communes. Donc on peut faire tout ça. On peut aussi organiser collectivement un label haute valeur environnementale, ce qu'on appelle la haute valeur environnementale. Ça peut s'appliquer à une exploitation, mais ça peut aussi s'appliquer à un territoire. C'est-à-dire une commune, par exemple, peut décider qu'une partie de cette commune, elle réunit des agriculteurs de sa commune et elle va gérer un label collectif de haute valeur environnementale en le définissant avec un cahier des charges, etc. Tout ça peut être fait et donc il y a beaucoup de possibilités. Je connais aussi des endroits où une collectivité prend à bail à long terme des terres qu'elle sous-loue ensuite à des agriculteurs qui s'organisent en coopérative et qui créent un magasin de producteurs. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de terres cohérent, plusieurs agriculteurs, une organisation de coopération et un magasin de producteurs. On peut faire du sourcing du territoire en termes de possibilités d'approvisionnement en fonction de l'endroit où le foncier est cultivé. Donc on peut faire 1000 choses qui permettent de réunir le foncier et l'alimentation. Là, ce sont des exemples que je donne, mais on peut trouver beaucoup d'autres exemples. Dans l'observatoire de l'association 1+ Bio, par exemple, je vous invite à aller voir cet observatoire, et aussi les travaux du centre dont je m'occupe, le centre LASCO sur les transitions, qui est basé à Bayonne aujourd'hui. Ce n'est pas moi, je l'ai créé, mais je ne le coordonne plus. Il y a un site internet que vous pouvez voir si vous interrogez LASCO, c'est son nom, LASCO et hypothèse au pluriel, vous tomberez dessus. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on peut faire. On pourrait donner beaucoup d'exemples et on pourrait, le premier de tous les exemples, le MAS de producteurs que Dominique a contribué largement à créer, c'est aussi un très bon exemple qui relie très, très directement le foncier d'un territoire et l'alimentation ouverte ou offerte à la population. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, parfait. Merci beaucoup François Collard-Dutilleul. Alors effectivement, hein, vous parlez d'exemples. Je me tourne maintenant vers Dominique qui bouillonne d'exemples. Alors Dominique, comment agir localement sur le foncier? Et du coup, je pense que vous avez des exemples de réalisations concrètes à nous livrer. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire François. C'est tellement vrai ce que vous dites sur les villes qui ont été construites
sur des terres, je dirais, nourricières, les meilleures terres. Bien entendu, Oui. les gens prenaient des villages en hauteur contre l'envahisseur, contre l'inondation, contre les incendies. Ils se serraient entre eux, mais ils gardaient toujours le lopin de terre nourricier avec une borde d'eau à côté. Alors, nous, on se mobilise, je dirais, pour rendre le foncier le plus accessible à tous. La démocratie foncière. On a le foncier le moins cher d'Europe, mais il est encore trop cher pour ce qui rapporte. Et c'est grave. C'est grave parce que notre rôle à nous, c'est d'essayer de créer des portages du foncier. On y arrive avec la région, en ce moment, la région Occitanie, qui est grande, hein, la région d'Occitanie, hein. Entre Lourdes et Nîmes, il y a 500 kilomètres. Hein. C'est pas évident. Hein. Et donc, ce foncier que nous avons mobilisé avec la région, avec les banques, avec la SAFER, bien entendu, une foncière régionale, ce que nous voulons faire dans les prochains jours, une foncière nationale aussi. Il y en a d'autres qui ont travaillé avant nous, que ce soit Terre de Liens pour porter le foncier pour des exploitants qui n'ont pas d'argent pour acheter, mais qui louent à Terre de Liens. Il y a aussi Terra Unis, une opération aussi importante sur les vignobles qui sont faits en France. Mais on a aussi une idée en Occitanie et en relation directe avec l'association Un Plus Bio que vous avez cité, c'est la friche rebelle. Alors, c'est quoi la friche rebelle? Mais on est parti, comme vous l'avez dit, de la fourchette jusqu'à la fourche, et non pas la fourche à la fourchette. En principe, on produit et on va sur les marchés pour essayer de vendre notre produit. Et là, on essaye de capter la demande. La demande par les particuliers, par les cantines rebelles, comme on appelle, les cantines que nous avons fait dans le Gard. On a changé beaucoup de situations dans certaines villes comme Nîmes, où nos enfants mangent beaucoup mieux actuellement. Merci Valérie Rouvéran, entre autres. Et donc, on a changé. Donc, cette friche rebelle, c'est quoi? C'est une demande des collectivités ou des cantines. C'est un agriculteur qui veut s'installer. C'est un propriétaire qui a des friches depuis 3-4 ans, qui ne fait rien dessus, et un point d'eau. Et notre rôle à nous, c'est de relier tous ces gens-là. Et on les a reliés. On a marché, bien entendu. Il faut faire ça à l'échelle de l'Occitanie. On a fait ça localement. Des producteurs qui ont, je dirais, produit ce qu'on leur demandait avec un prix rémunérateur. Parce que ce que je souhaite quand même dans cette agriculture, et vous le soulignez, c'est l'agriculture durable, c'est une chose, mais ce que je souhaite, c'est des agriculteurs durables qui vivent de leurs produits. Alors, le côté, je dirais, alors des conventions de mise à disposition que la SAFER fait à travers un foncier en friche, qui peut passer en quelques mois en bio, bien entendu, grâce à des organismes certificateurs comme Ecocer et bien d'autres. Et donc, c'est la demande qui crée l'offre. C'est une petite révolution dans le circuit court, mais ça marche. Tout à l'heure, je parlerai de la maison des agriculteurs que nous avons créée, mais ça marche. Alors, bien entendu, vous avez parlé des ceintures vertes de Nantes. Je me souviens très bien avoir eu une discussion avec notre célèbre maire de Montpellier, Georges Frêche, sur les ceintures vertes. Au lieu de faire des zéniths, des ronds-points partout avec des arbres espagnols, je lui disais, attendez, attention, il va falloir nourrir la population, il va falloir faire des ceintures vertes. Et l'exemple de Barcelone est fabuleux. C'est qu'entre la ville de Barcelone et l'aéroport, il y a 3000 hectares qui ont été stockés pour alimenter Barcelone. Il faut s'inspirer de ces... à Nantes, vous l'avez fait, à Rennes, à Lille. Dans le sud de la France, on est un peu plus réticents. Et donc, c'est pour ça. Il va falloir convaincre nos amis, les maires des grandes villes, de faire ces ceintures vertes. Et puis, dans votre livre, je reviens toujours à ce livre « Nourrir », vous le dites, François, très justement, qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif d'ajustement de la ressource du territoire avec les besoins alimentaires de sa population. Oui, il faut faire rencontrer les gens, c'est évident, parce que nous avons le devoir, et vous le martelez dans le livre, que j'ai vraiment apprécié, de changer le modèle. Parce que celui-ci, il ne va pas. Je dirais, il enrichit trop la distribution au détriment des producteurs. Et là, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Vous en avez dit quelques-uns, on en a aussi de notre côté, mais c'est important, je crois qu'il va falloir changer le modèle, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table pour changer le modèle qui ne marche pas.
Merci beaucoup Dominique Granier. Alors effectivement, hein, changer de modèle. François Collard-Dutilleul, je m'adresse à vous maintenant. Quelles sont les pistes envisagées pour faire que, à chaque fois que c'est possible, faire du local? Quelles sont, à votre avis, les perspectives d'avenir? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, bien volontiers. Alors d'abord, je crois qu'il faut un peu démystifier la question du local, de la relocalisation. Je sais que c'est un mot très à la mode, comme celui de souveraineté alimentaire, très juste, mais il faut préciser quand même quelque chose au préalable. La souveraineté alimentaire, c'est pas l'autosuffisance, c'est pas l'autarcie, c'est pas le protectionnisme, c'est rien de tout ça. La souveraineté alimentaire, c'est l'aptitude, le moyen qu'on a, le pouvoir qu'on a de décider ce qu'on veut manger sur un territoire donné. Ça n'empêche absolument pas de s'approvisionner à l'étranger, de manger japonais ou chinois ou autre, mais simplement, on peut aussi décider qu'un certain nombre de produits, on va les produire localement pour pouvoir les consommer localement. Donc, il ne s'agit pas de tout faire en local, mais il s'agit de choisir ce qu'on peut mettre en local. Je vais vous donner un exemple de méthode. Par exemple, même l'Organisation mondiale du commerce préconise ça hein, dans le cadre du libre-échange mondial, de la mondialisation. L'Organisation mondiale du commerce dit ceci, sur un territoire, si pour produire quelque chose, vous avez besoin de beaucoup d'eau, quand vous vendez à l'exportation ce qui est produit, vous donnez gratuitement l'eau qui a été nécessaire et votre territoire est privé de cette eau. Il vaut mieux exporter ce qui ne demande pas beaucoup d'eau pour produire et garder pour vous ce qui demande beaucoup d'eau. Parce qu'ainsi, vous préservez votre ressource en eau qui va devenir rare. Voilà, ça c'est une manière de raisonner, c'est une méthode. On peut très bien faire ça. Est-ce que dans une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, est-ce qu'on doit promouvoir les cultures de céréales qui sont très buveuses d'eau? Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt promouvoir autre chose? Donc, ça, c'est un exemple de piste, c'est une manière de raisonner. Une autre manière de raisonner, c'est ce que, avec le centre que j'ai créé, le centre LASCO sur les transitions, qui a pour objet d'ailleurs de penser une loi d'ajustement des ressources et des besoins, la méthode que nous utilisons, c'est la méthode de la santé commune. Qu'est-ce que c'est la santé commune? Je vais l'expliquer, je voudrais faire une explication compliquée universitaire, mais je ne vais pas faire ça, je vais faire ça à partir d'un exemple. Quand on donne du bio à manger aux enfants à la cantine, c'est bien pour leur santé. Et si ce bio, il vient du territoire local, alors c'est bon pour la santé de l'environnement du territoire. Et si en même temps, on invite des personnes âgées à venir partager la cantine avec les enfants, on crée du lien social dans les deux sens et c'est bon pour la santé de la société. Et donc, à partir de l'alimentation, on peut avoir une politique qui est favorable à la santé des personnes, à la santé de l'environnement du territoire et à la santé du lien social. Tout ça avec une dimension économique qui est positive. Ça n'exclut pas pour nous, à Nantes, pour vous, ailleurs, d'acheter des bananes, de manger des ananas ou des oranges ou quelque chose d'autre. Mais c'est pas parce que on est dans un système mondialisé qu'on ne peut pas utiliser notre intelligence pour voir comment, sur notre territoire, on peut améliorer en même temps la santé des personnes, la santé de l'environnement, la santé du lien social. Par exemple, alors ça, c'est une méthode. Quand il m'arrive de travailler avec des collectivités qui disent, voilà, on voudrait faire une politique. Alors, je fais 3 colonnes, santé humaine, santé de l'environnement, santé de la société. Je dis, tant que votre décision ne coche pas les 3 cases, alors vous ne prenez pas la décision. Il faut que votre politique, elle soit pensée pour faire du bien en même temps à l'être humain, au territoire et au lien social. Et on voit que quand on raisonne comme ça, il ne s'agit pas du tout de protectionnisme, il ne s'agit pas d'être autosuffisant, il ne s'agit pas d'autarcie, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de construire une société en utilisant l'alimentation pour ça.
C'est en ce sens qu'il y a aussi de la démocratie à côté de la souveraineté. Alors, il y a un territoire, par exemple, où il y a beaucoup de producteurs de lait. Il y a beaucoup d'éleveurs qui font du lait. Et puis, en Bretagne aussi, beaucoup d'élevage de porcs. Alors, évidemment, le lait, on ne l'utilise pas à la cantine. Le porc, on ne va pas venir avec un porc à la cantine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on va subventionner la création, pour un agriculteur éleveur de porc, d'un atelier de transformation. Pour un producteur de lait, d'un atelier de transformation. Le producteur de lait va faire des yaourts et l'éleveur de porc va faire des saucisses. Et il va pouvoir, avec l'aide publique, le cas échéant, il va pouvoir non seulement alimenter le marché local, mais alimenter la restauration collective. Et faire du bien tout à la fois aux personnes, à l'environnement et à l'économie du territoire. Donc voilà, c'est cette manière. On peut le faire aussi avec des céréales. Il y a des collectivités qui font ça avec les céréales et qui créent un atelier de boulangerie, des ateliers de boulangerie pour les agriculteurs. Donc on a là des pistes qui sont plus des méthodes. La méthode, pour moi, la politique, la bonne politique, c'est celle qui associe plusieurs finalités positives. Si on cherche simplement à faire de l'argent, alors on peut faire du protectionnisme avec le local. Mais si on veut faire à la fois de la santé humaine, de la santé de l'environnement, de la santé de la société, alors on se développe économiquement. On a un territoire qui est plus résilient, mais on ne se préoccupe pas de savoir si on ne fait pas ça, en tout cas pour éliminer les autres. La politique, c'est pas contre. La politique, c'est pour quelque chose. Quel est l'objectif? Et quand on le fait, évidemment, avec la population, en associant la population, eh bien, là, on peut commencer à parler de démocratie alimentaire. Merci beaucoup François Collard-du-Tilleul. Alors pour ces pistes de réflexion, là, on voit bien tous ces enjeux qui se dessinent. Dominique Granier, avant peut-être de poursuivre là sur cette démocratie alimentaire, vous avez d'autres exemples et quel lien on peut faire entre consommateurs et producteurs localement? Quelques mots sur peut-être cette maison des agriculteurs. Quelle leçon on vient de recevoir sur ce lien social, sur, je dirais, j'ai envie de dire, le lubrifiant social qui fait que entre le producteur et le consommateur, il doit y avoir des ponts. Et nous avons essayé de le faire, nous l'avons réussi, je pense, dans le Gard, avec de masses d'agriculteurs, grâce aux collectivités locales qui nous ont aidés au départ, qui ont compris, le conseil régional, c'est sous la présidence de Damien Larrey à l'époque, le conseil départemental, et bien entendu, les agriculteurs, c'était d'abord les acteurs, les agriculteurs, les 3000 agriculteurs qui ont voulu nous faire confiance pour monter cette SAS, cette société de production, donc dans un mas des agriculteurs, beau en plus, en pierre du Gard, bien entendu, où c'est ce côté un petit peu locavore, circuit court, j'ai envie de dire zéro déchet. On sait, quand les producteurs de légumes, on sait à combien de kilomètres ils sont. C'est les particuliers qui enrichissent ce masque, mais c'est aussi, on avait réussi à faire des chambres froides pour que les restaurations collectives, et là la réussite vient aussi par l'animation, parce que on parle des hommes et des femmes producteurs, on parle des consommateurs, mais il y a aussi ce lien social des administratifs qui travaillent. Je pense à Jérôme, à la Chambre d'agriculture, qui fait le lien entre les collectivités locales, les cantines et les producteurs. Et nous sommes arrivés à des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui sont des acteurs et des consommateurs, qui viennent, et j'ai envie d'appeler cette maison, qui marche bien d'ailleurs, je crois qu'on a doublé le chiffre d'affaires du prévisionnel, mais c'est la maison du sourire. Parce que les producteurs, quand ils viennent apporter leurs produits, c'est eux qui fixent les prix. Et les consommateurs, ils ont les prix des producteurs. Et tout marche bien. Bon, on a un président, Patrick Gala, qui est président de Bienvenue à la ferme, qui passe du temps aussi avec une bonne direction. Jean-Paul Robert, en fait, tout ça, une alchimie entre les hommes. Et ce que j'ai aimé, François, dans ce que vous dites, c'est ce lien social qu'il nous faut recréer, non pas uniquement des producteurs qui amènent une coopérative complètement anonyme, notamment dans le Nord,
des pétroraviers, des céréaliers. Ça n'a plus rien à voir avec la coopérative que nos grands-pères ont créée, où il y avait un lien très fort de production, de consommation aussi, et puis surtout de distribution. Alors, vous avez dit tout à l'heure, nourrir, oui, nourrir, c'est un acte politique. On le sait, il n'y a pas que vous qui le dire. Il y en a un qui le dit, un célèbre ardéchois, Pierre Rabhi, qui dit c'est un acte politique. Il y en a d'autres qui dit manger, c'est la nourriture, c'est le meilleur médicament. C'est pas moi qui le dis. Mais on a le besoin, on a le devoir, je dirais, avec la terre, avec l'alimentation, le produit, de recréer des liens entre les citoyens et les producteurs. Voilà, je crois que cette distribution a cassé un petit peu. Alors, bien entendu qu'il faut travailler avec la grande distribution, parce que c'est 70% du marché. Et nous, à la Chambre d'agriculture, et je sais que Magali Somad actuellement s'active fortement à développer, je dirais, cette production, mais intelligente, il faut le faire, parce qu'il faut que les producteurs vivent. Et je répète, il faut que ces agriculteurs soient durables. Et pour qu'ils soient durables, on a intérêt à avoir des agriculteurs durables pour attirer la nouvelle génération dans ce beau métier que nous faisons. Voilà. Et donc, ce lien, il faut le faire et il faut continuer à le faire. Voilà. Ce qui nous a poussé aussi à faire cette maison, c'est qu'on en avait marre de voir des pommes de terre, des carottes, des poireaux qui fassent 800 kilomètres, qui viennent d'Espagne, bien souvent, avec des prix, bien entendu, un peu moins inférieurs. Mais notre rôle à nous aussi, c'est d'attirer, je dirais, ces consommateurs avec des prix raisonnables aussi, parce que tout le monde ne peut pas se payer des producteurs avec des prix chers. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dominique Granier, pour ce bel exemple gardois. Donc, on arrive maintenant sur le dernier quart d'heure de notre webinaire. Est-ce que vous auriez quelques mots chacun, peut-être pour démarrer une conclusion, et ensuite on prendra les questions des personnes sur le chat. François Collard-Dutilleul, quelques mots. Je dirais que le mot clé, Dominique l'a rappelé, c'est le mot lien. Je pense que l'association Terre de Liens est la première à l'avoir compris et à l'avoir pratiqué, mis en œuvre et continuer de le faire avec d'autres partenaires. Et là, on ne peut que féliciter cette action. Pour moi, le lien, il est indissociable du concept de démocratie. Et l'alimentation, c'est pour moi un objet de démocratie, la démocratie pour l'alimentation, c'est-à-dire l'accès à une alimentation de qualité pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de remplir des estomacs, mais de donner aussi du plaisir, de l'équilibre, et le penser aussi pour l'alimentation à destination des personnes en situation de précarité. Il ne s'agit pas de remplir leurs estomacs, il s'agit de leur donner un égal droit d'accéder à une alimentation de qualité. Mais c'est aussi la démocratie, c'est aussi la démocratie par l'alimentation. Parce que comme l'alimentation crée du lien, comment on peut créer du lien avec l'alimentation? Là, on conforte la démocratie. On conforte une société démocratique dans laquelle tout le monde a les mêmes besoins avec des ressources en commun. On a tous des mêmes besoins et des ressources en commun. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à penser un territoire, les liens sur les territoires, et faire de chaque territoire, pour reprendre la belle expression de cette association, une terre de liens. Merci beaucoup, François. Dominique. Écoutez, moi, j'ai toujours été passionné par la terre. Ma profession, c'est économiste au départ, mais issu d'une famille de 8 enfants, j'ai voulu, je dirais, faire vivre la propriété familiale. J'ai toujours été passionné par la terre, par ce qui pousse, par ce qui mûrit, par ce qui fleurit et par ce qui nourrit, je dirais, la nourriture nécessaire pour survivre. Voilà. Donc, j'étais content. Je n'ai pas fait que du vin dans ma vie. J'ai fait encore des tournesols et d'autres légumes. Mais ce que je reprends dans le livre Nourrir et dans la pensée de François, la relocalisation alimentaire, il faut y travailler. Le service public alimentaire, c'est un peu la révolution, ce que vous écrivez, cher François, parce que on dit le bien commun, la santé, l'éducation, les routes. On ne donne pas un permis de construire si on n'a pas d'eau.
Et puis, l'alimentation, on n'en parle pas. Vous l'avez dit, pourquoi pas une obligation de nourrir le monde, parce qu'il y a tellement de gens qui crèvent la dalle. Alors, donc, l'ajustement des ressources et des besoins, bien entendu, c'est important. La limitation des gaspillages, des pertes et autres. Les derniers mots, je dirais, le citoyen et la société doivent aider à changer le modèle. Seule l'agriculture n'arrivera pas. Les agriculteurs n'arriveront pas uniquement. Il faut les aider à cette transition. On les aide à la transition pour, je dirais, redonner la vie à la terre. On sait le débat que ça peut mener, mais on le mène à travers les chambres d'agriculture. C'est important. Mais il faut que ce soit une prise de conscience collective et on sera plus fort ensemble, comme dans une équipe de rugby. Il faut des avants, il faut des demi de mêlée, et il faut des arrières. J'ai envie de dire, l'important, c'est que ce que nous allons faire ensemble et non ce que nous croyons séparément. Alors, soyons forts, faire des ponts entre tous les acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, que ce soit les chercheurs, les universitaires, les agriculteurs et bien entendu les citoyens que vous êtes, vous et moi. Voilà l'ambition que l'on se donne pour demain. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vois qu'on commence à avoir des premières questions, donc je vais tout de suite vous les énoncer. Sur cette question du lien, avez-vous des exemples précis de projets agricoles associés avec des personnes âgées ou des enfants? Comment ça a été mis en place? C'est à moi que la question s'adresse? Comme vous voulez. Allez-y. C'est quelque chose dont je fais plutôt la promotion et j'aimerais bien justement pouvoir aller dans une collectivité où c'est déjà mis en œuvre. Mais je dis c'est facile à faire, mais il y a quand même une commune, une toute petite commune qui s'appelle Châtel-en-Trièves. C'est là-bas dans la montagne sur les hauts de Grenoble. Châtel-en-Trièves, c'est une petite commune d'il y a 500 habitants. Où le petit car scolaire qui cherche à aller chercher dans la campagne les enfants le matin et les reconduire le soir, il sert à midi pour aller chercher les personnes âgées pour les amener à la cantine. Voilà. Et donc, les grands-pères et les grands-mères racontent et en même temps, on se rend compte que dans la cantine, il y a moins de bruit que d'habitude parce qu'on se parle entre générations. Et c'est évidemment, on mange bio et on mange local, les agriculteurs viennent présenter leurs produits. C'est un petit exemple, mais je vous conseille de contacter Fanny Lacroix, qui est maire, je ne sais pas si on dit maire ou mairesse, maire de Châtel-en-Trièves. Mais bon, il y a d'autres exemples, hein, mais en revanche, si l'une de vos collectivités a envie, ça, c'est le moment de le faire. C'est pas difficile. Moi, Claire, l'exemple que je retiens, c'est à la cantine de Montsartou. Hein, je salue Gilles Perrol au passage. J'ai trouvé ça un exemple remarquable où les petits élèves mangent avec les professeurs, bien entendu, dans une cantine modèle, avec le gendarme du coin et le policier municipal. Tout ça se mélange au niveau de la cantine avec des produits faits par une régie agricole. C'est peut-être pas un exemple qu'il faut, la régie, mais à Montsartou, ça a vraiment créé une émule et des personnes qui, derrière, dans le plan d'urbanisme, a pu, je dirais, stocker des terres agricoles, non pas urbanisables. Et donc, c'est un exemple fort que j'ai eu. La cantine de Barjac aussi, quand je suis allé manger chez mon ami Édouard Chollet, là-haut, avec la cantine à côté, certes, moins d'élèves, parce qu'à Montsartou, c'est 1000 élèves par jour qui mangent, mais c'est ce lien qu'il faut refaire. Voilà. Alors encore plus, parce qu'on pense toujours aux cantines, mais il faut penser aux EHPAD, il faut penser aux prisons, il faut penser au CHU, il faut penser à ça. Et actuellement, à Nîmes, dans le Gard, c'est en train de prendre, dans le sens où il y a tellement de demandes maintenant qui nous sont au niveau du masse d'agriculteurs que les gens viennent nous contacter pour prendre des fruits et légumes. On va arriver dans une belle saison où on commence les asperges, demain ce sera les fraises et ensuite tout va venir, les abricots, les cerises
les pêches, les abricots. Enfin bon, tout ça pour dire que on a besoin de ce lien et on a besoin de ce citoyen responsable. Ce n'est pas que le prix, c'est un ensemble qu'il faut voir. Ce côté locavore, ce produit qui fait pas 800 km, quelque part, le consommateur, il en est gagnant. Voilà. Et c'est à nous à convaincre nos politiques. Nos politiques. Et je sais qu'on est là et on a les moyens et on a les femmes, les hommes pour le faire. Et merci encore à des universitaires comme François qui nous font réfléchir là-dessus et qui nous ouvrent des pistes pour encore plus faire ce lien entre nous, citoyens, agriculteurs. Et voilà. Mais moi, mon inspiration, c'est Merci. beaucoup des communes, hein. Vous citiez Montsartou. Pour moi, Montsartou, c'est aussi 10% du territoire affecté à l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. C'est formidable, cette idée. Oui. Je cite Châtel-en-Trayant, on pourrait citer d'autres communes, mais mon inspiration, elle vient de ces exemples. En fait, j'invente rien, je vais voir sur le terrain et puis je mets en mots ce qui se pratique en essayant d'en faire la promotion ailleurs. Alors, on va prendre une autre question. Comment allez-vous faire pour attirer la nouvelle génération? La concentration des terres aurait besoin d'une meilleure régulation. Voilà. À ce sujet, c'est vrai. Bon, là, je ne sais pas, peut-être Dominique est mieux placé que moi parce qu'il le vit au quotidien, si je peux dire. Pour la régulation des terres, tu parles, hein, Claire? Oui, Ah ben, une meilleure oui, régulation, tout à fait. oui, on le vit tous les jours et je le vis encore d'un comité technique hier dans le Gard, la régulation des terres. Il faut être dans le marché, mais il ne faut pas être en dehors du marché, sinon la SAFER ne servira à rien. La SAFER est là pour réguler les prix. Je dis souvent, si on supprimait la SAFER pendant 3 mois, ce serait une révolution. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en Europe, dans le monde, beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui voudraient acheter. La SAFER régule le prix, heureusement, préempte la révision de prix aussi, mais la préemption sur une SAFER Occitanie, c'est 1%. On parle souvent de gendarmes fonciers, mais non, c'est 1%. On travaille beaucoup en amont. Il y a 170 personnes qui travaillent à la SAFER sur le terrain. C'est énorme. On est là. Alors, le foncier, ben oui, on sait qu'il va monter, surtout le foncier nourricier. Le foncier avec des bornes d'eau à côté, je dirais. C'est important. C'est à nous, responsables professionnels, de réguler ce prix et d'avancer petit à petit. Certes, il y a 10 ans, une terre, je dirais, nourricière, valait 5-6 000 € l'hectare. Maintenant, elle peut monter jusqu'à 15-20 000 € l'hectare. Et je suis sûr que dans quelques années, elle va valoir beaucoup plus. Mais c'est à nous à réguler et c'est à nous à trouver un système, je le disais dans le premier paragraphe, de portage du foncier parce que l'agriculteur ne pourra plus être propriétaire demain. Alors ça, c'est une révolution, c'est pas tout le monde qui pense ça, mais c'est parce que je suis fermier que je dis ça. Il faut voir la réalité en face. Je dirais, je tourne en Occitanie, je fais pas mal de kilomètres, je tourne dans tous les départements. On s'aperçoit qu'il faut vite trouver le portage du foncier. On le sait parce que la France est fermière. 70% de la France, c'est le faire valoir indirect. Nous, en Occitanie, on était le faire valoir direct. Pourquoi? Parce qu'on a des cultures pérennes, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers. Mais il faut trouver des solutions et on s'attaque. Mais on a besoin de tout le monde. Je vous remercie, hein. On voit bien qu'il y a des questions encore sur le chat, mais malheureusement il faut respecter le timing. On a une personne qui nous dit à Villeneuve-les-Maguelones qu'elle est en train de mettre en place un projet agricole et que cette question du lien l'interpelle. Donc je pense qu'on reprendra contact avec l'ensemble des personnes qui ont des projets. Moi, je tiens à vous remercier, François Collard-Butilleul, pour ce bel échange. Merci beaucoup, Dominique Granier, et merci à vous tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pourrez suivre ce replay lundi sur notre chaîne YouTube. Il sera disponible. Et on voit qu'il y a un réel engouement sur cette question du foncier en lien avec l'alimentation. C'est pour cela qu'on a décidé de faire un deuxième webinaire consacré à cette thématique. Ce sera le 22 avril
à 13h30, même horaire, avec Isabelle Touzard et Jean-Jacques Bolzan des métropoles de Montpellier et de Toulouse. Voilà, donc ça, ce sera le 22 avril et je vous donne rendez-vous pour continuer sur cette thématique. Et dans une démarche d'amélioration, un questionnaire de satisfaction va apparaître à l'écran et si vous pouvez nous aider du coup pour nous améliorer pour les prochains. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci François. Merci. Non, merci à vous aussi, Merci. à la SAFER d'Occitanie. Merci. Bon vent. Merci à vous.